sommes le 28 octobre, c'est-à-dire 3 semaines après le 7 octobre, et on avait envie de converser autour justement des événements qui ont suivi cette attaque meurtrière, cette attaque terroriste, et notamment de commenter les grandes manifestations dites pro-palestiniennes qui ont lieu en ce moment sur tous les continents, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Inde, même jusqu'en Malaisie, et dans chaque pays, comme en France, que ce soit à Lyon, à Marseille, à Paris, etc., on a une mobilisation considérable et depuis plusieurs semaines, et on a l'impression d'ailleurs que ça ne faiblit pas. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est ce qu'on va voir avec vous, donc Yana Grinchpun, et avec vous, Fadila Maroufi. Vous avez toutes deux une expérience singulière de l'antisémitisme. Toi, Yana, en tant que juif et franco-israélienne, et toi, Fadila, en tant que femme issue de l'immigration musulmane en Europe, hein, tu es belge, issue d'une troisième génération de l'immigration marocaine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce climat actuel, de ces manifestations? Je vais peut-être raconter très rapidement mon parcours pour que ça soit plus clair. Je suis née en Union soviétique où j'avais vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc j'étais assez adulte pour comprendre les discours officiels et la propagande officielle qui était extrêmement antisémite. À cet âge-là, on part en Israël. Ma famille décide de partir parce que l'antisémitisme est devenu insupportable. Il y avait des quotas pour les universités. On savait très bien que si je voulais faire mes études, je ne pourrais pas, par exemple, postuler dans les universités de Moscou, de Saint-Pétersbourg, où l'accès aux juifs était fermé. Et donc nous sommes partis en Israël où j'ai vécu 10 ans avant de venir en France et de faire ma thèse en sciences du langage. Et c'est ici où je commence véritablement à m'intéresser à l'antisémitisme parce que, contrairement à toutes mes attentes, dans ce monde libre et occidental, il n'a pas du tout disparu, ou bien au contraire, je l'ai trouvé très prospère. Et c'est surtout à partir de la deuxième intifada que mon intérêt a été porté sur les événements antisémites et surtout les discours antisémites. Alors, moi, en fait, j'ai grandi avec, d'abord avec deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, d'abord, au sein de la communauté, l'antisémitisme était présent, mais il n'était pas dit ouvertement à l'extérieur. Il était vécu à l'intérieur, au sein des familles et de la communauté musulmane, mais on évitait toute discussion, tout terme antisémite envers quand il y avait en présence de mécréants. Et à côté de ça, moi j'ai grandi aussi avec cette éducation où on nous projetait ces vidéos et ces films sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale, et donc il y avait comme ça une espèce d'opposition. La Shoah était surtout abordée à l'école, on va dire, à Bruxelles, où j'ai grandi, où je suis née, et je voyais ces deux visions qui étaient complètement en fait différentes, opposées. Moi, je ne comprenais pas trop bien pourquoi est-ce qu'il s'est produit ce qui s'est produit lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs. Pourquoi je voyais des images qui étaient affreuses, évidemment. Et j'ai grandi avec ça et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait une communauté en particulier où les gens voulaient absolument les exterminer. On a tenté, évidemment, avec des images atroces et inhumaines. Et donc voilà, en grandissant avec ça, je comprends plus tard que cet antisémitisme qui est issu de la communauté musulmane, je la verrai beaucoup plus tard, encore un peu plus développée, surtout après 2001, après les attentats de New York, où là, ça a vraiment explosé. On a l'impression qu'il y a eu une espèce de... euh, on a ouvert les robinets et donc les gens s'exprimaient complètement librement avec cet antisémitisme qui se montrait aux yeux de tous, surtout qu'on mettait ensemble les Américains, les Juifs. Dès qu'il y avait un problème dans un pays, que ce soit avec l'Irak, etc., tout de suite,
le sionisme, les juifs ressortaient. Et puis, quand je travaillais aussi, là, j'ai entendu énormément de propos antisémites, c'était une insulte. Donc, on traitait quelqu'un de sale juif. Je voyais aussi que ça ne faisait pas réagir mes collègues qui étaient d'origine belge. Donc, finalement, c'était vécu comme étant quelque part normal, il n'y avait pas de conséquences pour le jeune qui disait sale juif, etc. Or, moi, je trouvais que c'était extrêmement grave parce que j'ai grandi avec cette idée qu'on disait plus jamais ça. On voulait plus revivre ce qu'on a vu de ce qui s'est passé dans les images de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, tu fais référence à une période, donc post-attentat, post-attentat terroriste, qui donc relâche la parole antisémite. De la même manière qu'aujourd'hui, on voit qu'après le 7 octobre, attentat terroriste contre des Israéliens, contre des Juifs, et encore une fois, on s'attendrait plutôt à ce qu'on combatte l'antisémitisme, et au contraire, l'antisémitisme se déploie dans l'espace public. Qu'est-ce qu'on entend durant ces manifestations? Donc, la Palestine de la mer au Jourdain, from the river to the sea, on entend Israël assassin, on entend bien sûr les tekbirs de Allah Akbar. Qu'est-ce que ça signifie, Yana? Ce qui est absolument frappant pour tout le monde, et surtout pour les Juifs, c'est le sentiment que nous vivons la deuxième Shoah, la mini-Shoah, si je peux dire. Et ça traverse absolument tous ceux qui participent émotionnellement à cette catastrophe. Jusqu'à maintenant, on découvre des images d'horreur qui nous arrivent par tous les moyens, et on peut s'étonner que malgré tout cela, après 12 jours de sidération, où le monde était sidéré par ce massacre, par ce que nous ressentons tous comme l'extermination à nouveau du peuple juif, même pas 100 ans après la Shoah, on voit effectivement ce que tu dis, on voit la recrudescence des actes antisémites et on voit une montée de haine antisémite qui correspond justement au mal qui a été fait aux Juifs. Alors, c'est un phénomène qui peut paraître très étrange, mais il me souvient que des psychiatres et des psychanalystes surtout qui ont travaillé sur la question juive ont souvent dit que les Juifs vont payer pour le mal qu'on leur fait. Plus on leur fait de mal, plus ils paient. Et c'est à ce à quoi on assiste aujourd'hui. On a brûlé les enfants, on a violé les femmes, on a coupé les jambes et les bras aux enfants, et on nous dit Israël assassin. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les slogans qu'on voit de manière absolument incroyable apparaître dans les manifestations. Donc je voudrais bien reprendre le slogan qu'on voit aujourd'hui et qu'on peut analyser tout en ayant une émotion terrible sur le cœur, c'est la structure de ce slogan. On dit souvent Israël assassin, Israël dehors. Alors il faut bien comprendre qu'Israël c'est un nom propre, et c'est un nom propre qui englobe toute la communauté. Donc c'est le peuple juif, c'est l'État juif et c'est la nation juive à la fois. Donc on peut le voir très bien si on est très attentif au discours des terroristes. Et nous avons toutes les trois, nous connaissons ces discours et j'ai eu la chance, si on peut dire, de travailler sur les discours de Mohamed Merah qui était très sincère dans la légitimation de ces actes et qui était beaucoup plus sincère que beaucoup de commentateurs qu'on peut entendre aujourd'hui. Je cite de mémoire ce qu'il a dit car il a laissé l'enregistrement au RAID avant d'être éliminé et cet enregistrement est disponible aujourd'hui sur Internet. Il a été publié par Libération en 2012, juste après l'attentat. Et donc, la légitimation de ces actes, il dit « Je tue les enfants juifs parce que les juifs tuent en Palestine ». C'est-à-dire que pour lui, Israël, ce n'est pas Israël, c'est les juifs, c'est Yahoud. Et c'est l'explication qu'il a donnée. Mais il a dit plus. Quand on tue les juifs, ça passe mieux auprès du public français que quand on tue des civils français. C'est-à-dire qu'il y a la négativité qui est liée au signe juif, elle est inhérente déjà à cette société, et je crois que Mohamed Merah l'a dit de manière très claire, et personne, à part les analystes dont on ne publie pas les travaux, ne s'est arrêté sur ce qu'il dit.
autre discours des terroristes, c'est le discours de Koulibaly, qui a envoyé les vidéos avant de commettre le meurtre des otages d'Hyper Cacher. Nous sommes toujours dans le cas du meurtre des Juifs, qui demande à un otage tu es de quelle origine? Et l'otage lui répond je suis juif. Et Koulibaly lui dit ah, tu vois pourquoi je suis là? Allahu Akbar, vous tuez les femmes et les enfants partout où vous êtes. Et donc cette vidéo, elle circule, en tout cas elle circulait sur Internet, et ça montre très bien qu'on projette sur les Juifs le sort qu'on veut leur infliger, qu'on leur inflige. On les tue, mais on les accuse d'être meurtriers. C'est vraiment une accusation projective qu'on voit dans ces manifestations. Et je crois que l'idéologie de ceux qui manifestent aujourd'hui dans la rue, et l'idéologie de Mohamed Merah, c'est la même idéologie. Simplement, tous ceux qui sont dans la rue, ils n'ont pas encore pris les armes. Ils sont pour l'instant dans les discours et dans les, comme on dit de manière euphémistique, les troubles à l'ordre public. Mais ça, c'est une véritable haine qui s'exprime dans ces actes. Et je voulais ajouter une chose avant de passer la parole à Fadila, qu'on entend souvent, les gens qui sont, mettons, plus modérés, mais c'est un leurre, la modération, disent oui, de toute façon, vous avez les morts, mais il y a aussi les morts de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils mettent dos à dos les Juifs qui ont été massacrés et les Gazaouis maintenant qui meurent suite à la réponse d'Israël. Il faut bien comprendre que quand le Hamas, qu'est-ce que c'est que le Hamas? C'est la branche armée de la cause islamique. C'est-à-dire qu'ils ont poussé jusqu'au bout la vindicte anti-juive qui traverse le texte coranique et que Fadila a pu connaître vivant au sein de cette communauté. Et quand ils tuent les juifs, ils le font parce que quelque part ils sont traversés par cette vindicte qui poussait jusqu'au bout. Et ils tuent les juifs un par un. Ils les tuent malgré, sans regarder leur âge, leur sexe, leur couleur de la peau. Ils les tuent parce qu'il faut les tuer, il faut les éliminer. Donc en fait, c'est ça aussi l'idée de ces slogans qu'on entend ici. Quand on dit il faut libérer la Palestine du fleuve jusqu'à la mer, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut éliminer, exterminer les Juifs, parce que cette Palestine dont parlent les manifestants, ceux qui crient ces slogans, c'est la Palestine libre des Juifs, Judenrein. Et en fait, ce slogan-là, il a été réalisé par les massacres du 7 octobre. Donc ça, il faut bien le comprendre. Quand on regarde ces manifestations, ce ne sont pas les manifestations paisibles, ce ne sont pas les manifestations palestiniennes. Je pense que ce sont les manifestations qui défendent la cause islamique, qui consiste à exterminer les Juifs. Et là, je pense que Fadila pourra nous en dire plus à ce propos. Moi, je trouve effectivement que c'était prévisible ce qui se passe à l'heure actuelle, après les attaques du 7 octobre. D'autant plus qu'il y a déjà eu des actes antisémites en France, notamment, on se rappelle de Sarah Halimi, c'était la manière dont elle a été assassinée était quand même aussi atroce. C'est-à-dire que l'individu, il la connaissait, il l'a torturée avant de la jeter par la fenêtre. Et il y a eu d'autres attaques comme celui-ci. Et finalement, on se rend bien compte que l'affaire, la manière dont elle a été traitée, quand même, elle n'a pas été traitée d'une manière comme on le voudrait, c'est-à-dire pas à la hauteur de l'acte qui était affreux, qui était horrible. Et d'un autre côté, tous ces slogans, moi ça ne m'étonne pas dans le sens où je pense que la majorité des musulmans ont cette idée que la faute est sur les juifs, qu'il faut exterminer les juifs, etc. La seule différence, il y a ceux qui passent à l'acte et ceux qui ne passent pas à l'acte, pour l'instant. Parce que je pense que nous, on est encore dans un contexte occidental où les musulmans ne sont pas encore majoritaires. Parce que ça se dit au sein de la communauté, c'est-à-dire qu'on attend, et les islamistes d'ailleurs, chez les frères musulmans, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il faut attendre d'être majoritaire pour pouvoir vraiment nous imposer. Tant qu'on est encore en situation minoritaire, on n'a pas encore la force, la force n'est pas de l'autre côté. En même temps, on voit que le discours, notamment quand on parle du fleuve à la mer, etc., on voit par exemple à Bruxelles, on a un élu qui a repris ce slogan en disant aussi que la Palestine libre du fleuve au Jourdain et pourtant du fleuve à la mer. Pourtant, c'est quand même ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'extermination des Juifs et on balaie Israël. Ça c'est clair. Mais au-delà de ça même, c'est pas Israël en lui-même et Palestine, c'est vraiment la Oumma qui vaincra et qui prendra le pouvoir dans le monde. En fait, c'est ça qui est visé. Et c'est pour ça qu'on voit dans toutes ces manifestations, que ce soit
à Londres, à Bruxelles, à Paris, en Allemagne, etc., on voit bien qu'ici, c'est pas Israël-Palestine, on voit bien que c'est la Oumma, que c'est l'islam, c'est les musulmans ensemble. Et je pense que il faut le voir sur ce prisme-là, et il faut surtout essayer de voir sur le prisme du regard des musulmans et plus d'un point de vue occidental, parce que quand on le regarde d'un point de vue occidental, on a une région où vous avez deux peuples qui se disputent un territoire. Sauf qu'en réalité, sur le regard du musulman, c'est pas deux peuples, c'est les musulmans contre les juifs. Ils font exterminer les uns pour pouvoir avoir toute la Palestine, puisqu'il est exclu qu'il y ait Israël, que Israël existe. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut maintenant comprendre les choses, et plus d'un point de vue occidental, si on veut vraiment trouver des solutions. Je vais ajouter, si tu permets, deux réactions à ce que tu dis. Donc la première par rapport à la vindicte anti-juive qui est inscrite dans le texte du Coran, et aucun croyant qui a lu le Coran ne pourra le dire le contraire. C'est aussi le fait que dans la culture musulmane, et je pense que tu pourras le confirmer ici, il y a cette idée que les juifs ont perverti la parole, la vraie parole de Dieu qui a été donnée, qui sont menteurs, et ils ont aussi des menteurs qui les aident, ce sont les associateurs, c'est-à-dire les chrétiens. Ce qui explique aussi que les manifestations qu'on voit ici, bien sûr, visent d'abord les juifs, mais ils visent aussi les chrétiens et ceux qui sont issus de cette civilisation. Ça explique pourquoi dans les manifestations pro-palestiniennes à Paris, on a pu voir un slogan ou une pancarte qui était tenue par une jeune fille, d'ailleurs très sympathique quand on la regarde, où il était écrit « Vous avez pleuré les 40 faux bébés et nous pleurons des milliers et des milliers de bébés vrais. » Alors cette idée de la fausseté, malgré toutes les preuves qu'on a pu voir, malgré les horribles images et qui ont été montrées aux journalistes et qui ont circulé sur les réseaux sociaux, c'est faux. Et alors c'est une idée que les juifs, quand ils parlent, c'est faux parce qu'ils ont de toute façon menteurs, tout ce qu'ils disent c'est faux. Et la preuve en est dans le fait que dans notre culture, dans notre civilisation, aujourd'hui, quand on a vu que les Israéliens ont dit que l'hôpital a été bombardé non pas par Israël, mais par les roquettes du Hamas, tous les médias occidentaux d'abord se sont précipités à dire c'est Israël, et c'était très difficile pour certains de dire non, c'est nous qui nous sommes trompés, parce que le juif, il est porteur du mal, et non seulement dans la culture islamique, musulmane, mais aussi, c'est une idée qui reste dans la culture, qui a ses origines dans la judéophobie chrétienne. Donc ça, c'est la première réaction à ce que tu dis. La deuxième réaction, bien évidemment, nous sommes ici dans le conflit, qui n'est pas le conflit israélo-palestinien, donc il ne faut pas être leurré par ces manifestations. Nous sommes dans le conflit religieux, où il y a les terres de l'islam qu'il faut conquérir, et ces terres, ils ne sont pas uniquement en Israël, ils sont ici, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent que ça les touche aussi. Ce n'est pas une histoire juive, ça ne touche pas les Israéliens qui sont là, quelque part loin, et de toute façon, on les persécute toujours, on s'y est fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée-là. Les Juifs, on les persécute. Eh bien non, ça ne peut pas continuer de cette manière, c'est pour ça qu'Israël ne permet pas et répond à ce massacre. Il ne répond pas avec joie, parce que dans la culture juive, ôter la vie à quelqu'un, c'est absolument inconcevable. Et donc, quand il y a les attaques où meurent les civils palestiniens, il y a la tristesse de le faire et la désolation. Il n'y a pas de joie. On ne distribue pas les bonbons comme on le fait dans les territoires palestiniens. Quand on tue les juifs, il y a des fêtes, on distribue des bonbons et on fête ça. Donc, pas seulement le Hamas qui fête ça, mais toute la population le fait. Donc ça, c'est quand même un fait que tout le monde connaît. C'est la première chose. Et la deuxième chose, cette cause islamique est très soutenue par les discours qu'on peut entendre en Europe, et parmi les derniers en masse, donc on a eu plusieurs couches discursives et historiques de la haine antisémite. Le dernier discours en vigueur, c'est le discours décolonial. On peut entendre parmi les slogans dont on a parlé, et Florence a posé la question, un slogan décoloniser Palestine, la Palestine, c'est-à-dire
exterminer les juifs. C'est ça l'idée essentielle. Et donc ça, le discours décolonial, il provient de l'ère européenne, mais il nourrit beaucoup la cause islamiste, dont il se nourrit lui aussi. Donc c'est une situation en boucle. Et donc ce discours-là, qui vient de l'Oumma, il est très soutenu par le discours de la gauche, radical ou pas, c'est à voir, mais de la gauche qui le soutient et qui ferme les yeux sur la réalité des massacres et de la catastrophe devant laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, vous avez beaucoup insisté sur la dimension religieuse du conflit, mais il y a quand même une dimension territoriale. En 1948, la partition fait qu'effectivement, il y a des gens qui sont lésés. Comment est-ce que ça a été résolu, ça? Est-ce que ça a été résolu ou est-ce que c'est vraiment une épine dans le pied? Est-ce que le conflit est toujours ardent parce qu'il a été islamisé et aussi judaïsé, parce qu'on a aussi des extrémistes de l'autre bord qui, on l'a vu, alors ils ne sont pas très nombreux et ils sont pas très, ils ne massacrent personne, mais ils sont très virulents sur le fait que c'est la terre israélienne, elle couvre un territoire plus large hein, qu'aujourd'hui. Donc comment enlever aussi cette dimension territoriale? Comment faire la part des choses entre la dimension territoriale et la dimension religieuse? Donc politique et religieuse, en fait. Alors, plusieurs réponses aussi à cette question. Quand le partage il y a eu, on a proposé la répartition de la Palestine mandataire, la Palestine qui a été gouvernée par les Britanniques à l'époque. Et donc, la plupart des territoires de la Palestine mandataire a été offerte aux Arabes. Et un petit morceau a été offert aux Juifs suite à la déclaration Balfour et à la décision des Nations Unies en 1920 et ensuite, après la conférence de San Remo en 1922, de la donner aux Juifs. Les Juifs ont sagement accepté la proposition. Les Arabes ont dit non, nous ne voulons pas le partage. Et par la suite, à partir de la première guerre de l'indépendance qui a été menée par Israël, quand Israël, après la déclaration 1948, c'est 1947 commence la guerre de l'indépendance et Israël est attaqué par les pays arabes, par plusieurs pays arabes qui ne sont pas contents de cette décision de l'ONU. Donc c'est une décision qui a été absolument légitime et qui proposait à ces deux entités de vivre ensemble, aux Juifs qui étaient là depuis toujours, mais qui sont massivement venus au XIXe siècle, et non pas après la Shoah comme on peut l'entendre, ce qui est une erreur historique, et aux Arabes qui étaient là aussi, et qui sont venus au XIXe siècle lorsque les Juifs ont construit leur ferme agricole pour y travailler. C'est-à-dire que la plupart de la population palestinienne aujourd'hui, c'est la population qui est venue de Syrie, de l'Égypte, du Liban, d'ailleurs. Donc il n'y a aucune dimension véritablement territoriale dans le conflit aujourd'hui. Est-ce que tous les gens qui manifestent aujourd'hui dans ces grandes manifestations le font avec des intentions religieuses? Cette intention a existé et on ne peut pas ne pas tenir compte des gens qui vivent à côté. Ça, on ne peut pas raisonner comme eux ils raisonnent ou comme raisonnent peut-être des gens, les extrémistes parmi les juifs qui ne tuent personne. Effectivement, les espoirs pour la paix ont toujours existé. Et là, si on a un peu de temps, je vais raconter ma propre expérience de ce partage auquel tout le monde aspirait parce que les Israéliens veulent vivre en paix. Ils veulent la vie. Ils n'ont pas le temps à passer sur les conflits religieux, etc. Parce que il faut savoir qu'Israël n'est pas un pays religieux. Il y a des juifs religieux, mais c'est un pays séculier où il n'y a pas de régime théocratique comme c'est le cas dans tous les pays musulmans. Et donc, ce que je voulais raconter, c'est mon expérience d'une jeune juive de gauche que j'étais et que j'en ne suis pas bien évidemment aujourd'hui à Tel Aviv parce que j'y étais étudiante et on aspirait tous à la paix et on a célébré les accords d'Oslo en 1994. Tout le monde était ravi, content qu'enfin on peut vivre en paix. Sauf que tout de suite après ça, après les accords qui ont partagé les territoires qu'on appelle les territoires disputés, et je remets ça en contexte, ce sont les territoires qu'on appelle Judée-Samarie,
le cœur biblique et historique du peuple juif, qui a donné le nom au judaïsme d'ailleurs, et on ne peut pas le nier en tant que tel, même si on l'appelle West Bank en anglais ou la Cisjordanie en français, ce sont des dénominations qui essaient de couper le sort et le destin juif de leur origine. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que ces terres-là, en 1948, ont été annexées par la Jordanie. L'annexion a duré 19 ans et ensuite, suite à la victoire dans la guerre de 6 jours, Israël reconquit ces terres, exactement en 1967, et ces territoires qui historiquement s'appellent Judée-Samarie, ont un statut de territoire disputé. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans le langage courant, et c'est ça aussi le problème de ce langage, ces territoires n'ont pas de statut final décidé, même si on peut dire que les Juifs y ont toujours vécu. Donc les accords d'Oslo essaient de régler ce problème en attendant la décision finale, qui ne viendra peut-être jamais, après tout ce qu'on a vu et vécu, et ces territoires sont partagés en 3 zones. Zone A, zone B et zone C. Zone C, c'est la zone qui se trouve sous le contrôle total israélien, c'est-à-dire l'armée est israélienne et l'administration est israélienne. La zone B se trouve sous le contrôle administratif palestinien, de l'autonomie palestinienne, et sous le contrôle militaire israélien. Et la zone A appartient totalement à l'autonomie palestinienne. Donc ça, ce sont les accords qui ont été faits et en prévision du partage de l'existence de 2 États. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument plus possible. Encore une fois, il y a eu vraiment des tentatives de paix et du partage de territoire. Par exemple, Gaza. Israël se retire de Gaza en 2005 et c'est à ce moment-là où commence à voler les roquettes sur le territoire d'Israël. Il n'y avait aucune roquette quand Israël était là et là, ça c'était ininterrompu jusqu'aujourd'hui. C'était exactement la même chose après le partage des territoires, après les accords d'Oslo. En 1994, après avoir fêté ces accords, je me souviens que les bus ont commencé à s'envoler, on ramassait les corps dans la rue et je participais à cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait un pas, ce pas est complètement rejeté. Et d'ailleurs, si je peux montrer ça ici, on voit en Europe à peu près le même mouvement, c'est-à-dire que les musulmans que nous avons ici sont souvent les réfugiés des pays musulmans où il y a des conflits armés, et donc ils se réfugient en Europe pour vivre mieux. Et qu'est-ce qui se passe? Les grandes masses de musulmans accusent l'Europe de leur malheur, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de l'Europe ce qu'ils ont fui dans leur pays. Et c'est ce qu'on observe aussi en Israël. Donc oui, le conflit était, bien sûr, avait une dimension territoriale, mais c'est un conflit insoluble parce que dès qu'on propose les territoires, on commence à mener des pourparlers pour la paix, on a la guerre. Oui, alors ça c'est très clairement inscrit dans les statuts du Hamas. Quand on lit, il n'y a aucun doute que le Hamas veut la destruction d'Israël pure. Maintenant, ça n'est qu'une étape, et ça tu le rappelais, Fadila, ça n'est qu'une étape dans la volonté de conquête de l'univers, enfin de la terre. C'est le califat, c'est le projet califal du Hamas. Alors, toi, Fadila, qu'est-ce que tu peux dire justement de ces développements? Est-ce que tu as vécu est-ce que cette histoire que Yana raconte a une résonance chez toi, ou est-ce que tu ne savais pas du tout ces dimensions historiques? Est-ce que vous avez vu, vous avez été témoin de la même histoire? En fait, ces dimensions historiques n'ont pas vraiment été apprises et je crois que la majorité en réalité des musulmans en Occident ne sont même pas au courant de l'évolution historique. Moi, je pense que là où les gens sont surtout concentrés, où les musulmans sont concentrés, sur le projet califal. C'est-à-dire qu'il y a un objectif à atteindre et c'est celle-là qu'on voit. Et donc, finalement, les jeunes, vous pouvez leur raconter toute l'histoire que vous voulez sur Israël. Leur objectif, c'est que tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ennemi. L'ennemi à battre, c'est les Juifs. Mais il faut reprendre il faut reprendre la terre sacrée. Il faut reprendre la terre sacrée, mais plus que ça, il faut reprendre aussi toutes les terres d'une manière mondiale, puisque nous, ce qu'on nous a appris depuis petit, c'est que la terre entière, le monde deviendra musulman. Et donc, c'est ce projet-là qui est en tête, et c'est pour ça que finalement, les jeunes musulmans ont un écho par rapport à ce qui se passe en Israël. En réalité, c'est pas vraiment la condition des Palestiniens. Comment ça a été cultivé, ça, vraiment au sens propre? Comment est-ce que
Moi, je me souviens d'avoir vu dans des familles musulmanes tourner en boucle sur les télés, les massacres, Sabra et Shatila, des choses enfin, qui nous présentaient comme des crimes contre les civils. Mais Ce que c'était, je veux dire, quand on tue des civils, c'est évidemment une guerre sale. Euh, c'est ça qui a tourné dans vos têtes. Comment on a mobilisé il y a, les populations musulmanes d'Europe? il y a plusieurs vecteurs. Il y a celui d'abord des mosquées, des prêches et aussi des cours dans les mosquées. Et puis il y a eu aussi tout ce qui est par le parabole, tout ce qui est les chaînes satellites. Là, on a été abreuvé, mais toutes les familles ont une chaîne satellite avec tous les télés du Qatar, d'Arabie Saoudite, etc. Et les familles regardaient, mais toute la journée, regardaient ces chaînes-là. Donc, il y a une Al Jazeera, etc. Et donc, il y avait aussi cette propagation de cette. On propageait en fait euh, une histoire qui était racontée, une histoire qui n'avait rien à voir d'une manière historique, hein. C'était pas du tout historique, c'était, vous voyez, ce qu'on fait aux pauvres Palestiniens, à ces musulmans, etc. Donc c'était toujours Une versus. mythologie, tu dirais? Moi, je dirais que c'était une histoire qui a été réécrite pour abreuver les cerveaux des musulmans. Moi, je le vois de cette manière, on a réécrit l'histoire. Et aussi, je pense que des gens de gauche ici en Occident, des professeurs d'histoire notamment, moi j'en ai vu et j'en ai connu un, et puis j'ai appris aussi qu'il y a lors d'un procès, un autre professeur d'histoire disait la même chose, c'est que des professeurs d'histoire de gauche qui nous expliquaient, nous jeunes adolescents, oh, regardez ce qu'ont fait à vos frères arabes. Or, déjà, moi, issu de familles de culture musulmane, mais aussi quand même berbère, donc une grande majorité à Bruxelles, ce sont surtout des familles berbères, on nous disait, oh, regardez ce qu'on fait à vos frères arabes. Moi, j'ai été frappée par ça parce que je me disais, mais je ne suis pas arabe. Mais d'autres n'avaient pas ces questionnements-là. C'est-à-dire que d'autres musulmans, vu qu'ils suivaient des cours islamiques, pour eux, la langue arabe était très importante, c'est la langue du Coran, donc forcément, on est musulman, on est arabe. Et donc, pour eux, bah, oui, on tuait leurs frères. Et donc, quelque part, on essayait on activait cette fibre émotionnelle. Et donc, c'est vrai que quand on rentre chez soi et que vous voyez sur des chaînes télé, des enfants se font massacrer, etc., ça suscite quelque chose à l'intérieur. On se dit, ben oui, finalement, ces juifs nous veulent du mal, ces occidentaux nous veulent du mal. Regardez comme. Donc, il y a cette victimisation, en fait, et toutes ces images, finalement, on trouvait injustes. Il y avait de l'injustice. Moi, c'est vraiment en me posant des questions, au fur et à mesure, que je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose de pas normal, c'est que je vois d'un côté un peuple qui essaye d'améliorer sa condition, qui crée des hôpitaux, qui crée des universités, qui crée une administration qui fonctionne, etc. Et de l'autre côté, je vois systématiquement une demande de construction de mosquées. En fait, la seule chose dans tous les pays musulmans, quand on fait appel à la générosité des musulmans, c'est pour construire une mosquée. Jamais entendu, bah tiens, il faut donner pour construire un hôpital, pour construire une université. C'est tout, systématiquement. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais finalement, le seul propos que nous avons, et puis aussi les propos de haine. C'est-à-dire que d'un côté, j'entends qu'il faut qu'il y ait une paix, et de l'autre côté, je n'entends pas parler de paix au sein de la communauté musulmane. C'est systématiquement, il faut mettre dehors les juifs, il faut exterminer les juifs, et puis il faut exterminer aussi, enfin il faut mettre. Est-ce qu'ils disent exterminer véritablement? Ils disent tuer. En fait, il va falloir éliminer les juifs. Donc clairement, ils disent éliminer les juifs. Il y a encore quelques années, quand j'ai fait quand je suis rentrée dans une mosquée pour faire ce travail de master en anthropologie, clairement, ils ont dit le combat prochain, il faudra éliminer les juifs et les homosexuels. C'était clairement dit. Et c'est ce qu'on entend dans les prêches. Voilà. J'ai fait un peu une revue des prêches, notamment au Royaume-Uni, puisque là, la parole est vraiment totalement libre. Il n'y a pas cette loi de séparatisme qui nous protège un peu en France. Et effectivement, c'est une débauche de propos antisémites visant à éliminer les juifs. Mais là, moi, ce qui m'a aussi effarée, en fait, c'est que je vois des femmes qui viennent dans ces mosquées, qui à la base venaient parce qu'elles avaient peur que leurs enfants partent en Syrie ou en Irak et qu'elles ne voulaient pas, elles voulaient venir apprendre l'islam pour leur apprendre à leurs enfants un islam de paix, etc. Et puis je me rends compte qu'au bout de quelques mois, quand ces personnes qui enseignent leur disent les prochains éliminés ce sont les juifs et les homosexuels, il n'y a aucune réaction. C'est-à-dire que ces femmes sont complètement endoctrinées, ces femmes finalement acceptent le fait que
en islam, on dit, puisque c'est ce qu'on leur dit, c'est que Allah dit, on va devoir éliminer les juifs et les homosexuels, mais puisque c'est Allah qui le dit, c'est normal qu'on l'accepte. La parole de Dieu est sacrée, donc il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas un étonnement de ces femmes, et ça m'avait profondément choquée, où je me suis dit, mais où sont ces soi-disant musulmans modérés, puisque c'était juste après les attentats, en plus de 2015 et 2016, donc je me suis dit, entre 2015 et 2016, et je me suis dit, mais finalement, on parle de musulmans modérés, mais on n'en voit pas. Quand on regarde les appels à la manifestation pro-palestinienne, ils sont présents. Par contre, quand on demande de venir manifester après, par exemple, le 7 octobre, ce qui s'est passé, on ne voit pas de musulmans venir manifester leur soutien aux victimes. C'est même pas la politique d'Israël, c'est carrément aux victimes. Donc là, on ne les voit plus. Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'antisémitisme est beaucoup plus large que la seule frange des intégristes, des islamistes. Ça fait l'endoctrinement des jeunes générations de la deuxième, troisième, quatrième génération, c'est fait depuis 40 ans. Depuis 40 ans, les frères musulmans, les wahhabites, ont martelé les jeunes avec un discours qui est tel que, à l'heure actuelle, pour moi, les jeunes générations, toute la population musulmane est vraiment frappée par cette volonté antisémite. D'ailleurs, quand on marche dans les rues de Rabat, on voit effectivement Mein Kampf qui est distribué comme n'importe quel ouvrage. Tout à fait. On les voit en prom. D'ailleurs, ce sont des best-sellers, Mein Kampf, Machiavel, à côté du livre de Tarek Ramadan. C'est les premiers ouvrages qu'on voit parce que ce sont celles qui sont le plus vendues dans les territoires, enfin du Maghreb et dans les pays arabes. Donc ça, c'est clairement et nettement. Et d'ailleurs, cette semaine-ci, il y a eu une manifestation à Bruxelles pro-palestinienne où il y a eu des drapeaux nazis qui étaient présents. Tu as parlé tout à l'heure, et comme ça je pourrais poser la question à Yana, tu as dit tout à l'heure qu'un de tes professeurs t'avait sommé d'une certaine manière une solidarité avec tes frères arabes. Alors, quel est le rôle que jouent les enseignants, l'université, justement, dans la diffusion un peu soft de cet antisémitisme? Je vais te répondre à cette question, mais avant, je voulais apporter un élément historique à ce que raconte Fadila, en parlant, je vais commencer avec les drapeaux nazis. C'est une vieille histoire. Elle ne commence pas dans les rues de Rabat, elle commence avec l'amitié et le soutien de l'Allemagne nazie au Moufti de Jérusalem, Hadj Amin al-Husseini. Les premiers appels au boycott contre les Juifs ont eu lieu en Palestine mandataire en 1934. Et c'était les boycotts qui étaient suivis par les manifestations où on brandissait les portraits déjà à l'époque de Hitler, nous sommes en 1934, et donc il y avait le soutien de l'Allemagne nazie qui a connu ses premiers pogroms en 1933. Par la suite, c'est une tradition de boycott et des grèves. La grève suivante ou le boycott suivant ou l'appel à la haine, il y en a eu plusieurs, mais le plus connu, c'est celui qui a été organisé par la Ligue arabe en 1945, donc tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Et la première action de la Ligue arabe nouvellement créée, c'était l'appel au boycott d'Israël, suivi par les manifestations, où on voyait brandir à l'époque des portraits de Hitler, de Mussolini, et on distribuait les tracts où les extraits les versets du Coran hostiles aux Juifs étaient mélangés avec les extraits de Mein Kampf. Donc c'est une très vieille histoire et c'est la nazification de la cause islamique à laquelle on a assisté même avant la guerre. Donc c'est le premier ajout qui explique d'où vient cet islamo-nazisme en fait. Deuxième chose que je voulais dire en écoutant Fadila, c'est quelque chose qui touche aux efforts qui étaient faits pour que le territoire où habite le peuple palestinien aille mieux. Ce sont des milliards, je le précise, de dollars qui étaient investis à Gaza par l'Europe, mais aussi par Israël, qui apporte à Gaza
l'eau, l'électricité, mais aussi l'alimentation. Et donc, à quoi sont passés ces milliards qu'on pouvait utiliser, comme tu dis, à la construction des hôpitaux, des écoles, des institutions pour enfants, des concerts, des théâtres, etc. Cet argent est passé à la construction des tunnels où les enfants palestiniens étaient employés. C'était leurs employés, c'est eux qui travaillaient à la construction de ces tunnels. Donc c'est la deuxième chose que je voulais dire pour montrer à quel point c'est insoluble. Et jamais l'Europe ne s'est intéressée à où va cet argent. Troisième chose, et c'est là où j'arrive à ta question, c'est le fait qu'il n'y a pas qu'en Europe, je veux dire en Europe, cette cause, cette religiosité, la haine vouée par, disons, par les textes coraniques, par la culture islamique, pas la haine peut-être, mais l'antisémitisme en fait partie. Il est aussi soutenu par la désinformation, qui a commencé en France, notamment à partir de 1967. Et donc, on commence à assister à une sorte de perversion de l'information permanente. Tu as mentionné dans ta question, Fadila, Sabra et Shatila. Quand on connaît l'histoire, on sait que le massacre, effectivement, le massacre qui a été commis à Sabra et Shatila a été commis par les phalangistes chrétiens au Liban. Simplement, l'armée israélienne n'est pas intervenue. Mais quand on lit tout ce qui traîne dans la presse, on découvre, c'est ce que savent ceux qui s'intéressent entre guillemets à l'histoire, que ce massacre a été commis par Sharon, alors que Sharon n'y a pas participé, ni aucun soldat israélien n'y a participé. Et donc on voit comment l'information est pervertie de manière permanente. Et maintenant, pour répondre à ta question, l'université européenne, française, américaine a joué un grand rôle dans l'alimentation de cet antisémitisme par ces discours qui sont à la fois nourris par les discours soviétiques, car il faut savoir que l'Union soviétique a produit un nombre considérable de discours antisémites et antisionistes, mais ils ne se cachaient pas, ils ne jouaient pas aux dames délicates qui cachent leur antisémitisme sous l'antisionisme, et que les formules qu'on voit apparaître aujourd'hui dans tous les communiqués universitaires qui apparaissent après le 7 octobre, sans vergogne, que ce soit à EHESS, que ce soit à Sciences Po, que ce soit à Nanterre, que ce soit à Poitiers, les universités de Poitiers, on y parle d'Israël comme État d'apartheid, d'une invention soviétique qui a été chauffée à blanc après les conférences de Durban qui ont eu lieu en 2001. D'accord. Et on y voit les accusations du génocide, donc c'est-à-dire que c'est les nazis qui ont commis le génocide, mais on attribue ça aux juifs qui sont exterminés aujourd'hui. On y parle des Israéliens comme des tueurs d'enfants en réactualisant le vieux mythe de la tuerie rituelle. Et ça a été fait d'ailleurs par le frère de Marwan Barghouti, qui est très soutenu aujourd'hui par LFI, à ce qu'on peut voir, qui a écrit en 2001 un livre, une nouvelle intifada, New Intifada, où il commet un chapitre entier, où il raconte à tout le monde que les soldats israéliens, quand ils s'ennuient, ils tuent les enfants palestiniens. Donc en fait, il réactualise le vieux mythe qu'on peut voir non seulement dans les manifs, on peut le voir dans les discours de certains universitaires qui ne se gênent pas, et il y a des discours qu'on voit sur Twitter de cet ordre-là. Donc il y a une multiplicité de facteurs qui nourrissent cet antisémitisme et qui le soutiennent aujourd'hui de manière ouverte. Comment tu as fait pour te sortir de ces discours, de ces croyances, de cette propagande? Je crois surtout que c'est en voyant toute la violence intrafamiliale que j'ai pu constater, mais en travaillant en tant que travailleuse sociale aussi, quand j'ai vu ces familles, des familles musulmanes, où il y avait de la violence intrafamiliale de la part des parents, des oncles, de l'inceste, etc., que j'ai compris à un moment donné qu'il fallait sortir de ces dénis et qu'il fallait absolument parler de vérité et qu'il fallait arrêter d'être dans... Parce que ce que je constate, c'est que dans les familles musulmanes, on ne peut pas accuser sa famille, peu importe ce qui se passe. Et donc, finalement, on rejette toujours la faute sur l'autre, sur l'étranger. Et comme ça, c'est permis, comme finalement, la seule chose qu'on peut dire, c'est pointer du doigt l'autre, celui qui est à l'extérieur de la communauté de la Oumma. Moi, à un moment donné, je me suis dit, si on veut régler ce problème-là, il va falloir dire les choses, il va falloir dire ce qui se passe réellement,
pour que les jeunes qui sont confrontés à ça, qu'ils se permettent d'en parler. Parce que pour l'instant, il y a un déni de ces jeunes. Et moi, je sais que quand je dis cette parole-là, quand moi j'en parle, ils ne peuvent pas me dire, ils ne peuvent pas m'accuser de mensonge. Ils savent très bien que c'est vrai. Ils savent que ce que je dis est vrai. Et je pense que ça peut être au contraire pour eux quelque chose de libérateur, de pouvoir voir qu'il y a quelqu'un qui en parle, qui ne se sentent pas seuls et qui se disent, eh ben, si elle le dit, c'est que je ne suis pas le seul. Parce que ce que nous, on pense généralement au départ, au sein de la communauté, c'est qu'on se dit, je ne peux pas en parler parce que si ça se trouve, il n'y a que moi qui le vis et on ne va pas me croire ou on va me punir ou que sais-je. Mais une fois que quand il y a une personne qui en parle, alors on se permet plus, on peut s'identifier à l'autre. C'est vrai qu'au sein de la communauté, il y a une violence qui est très très présente. Il a toujours été très présente. En tout cas, moi, depuis que je suis petite, je l'ai connue et je l'ai connue au sein de la communauté musulmane, mais aussi quand j'étais travailleuse sociale, j'ai vu cette violence au sein des familles. Est-ce que tu peux la décrire en fait? De quoi tu parles comme Quand je violence? dis violence, c'est battre la mère, battre les enfants, les pères qui buvaient énormément, qui étaient alcooliques, enfin, qui étaient devenus alcooliques. Ça, les islamistes ont résolu tout Mais ça. justement, c'est pour ça que je vais en venir à ce niveau-là. Donc, on voyait, il y avait cette violence qui était donc intrafamiliale, battre la mère, battre les enfants, etc. Donc, et les enfants étaient témoins de ce qui se passait. Par la suite, on a notamment les frères musulmans, et c'est là où ils sont forts, c'est que les générations précédentes, on leur a vendu, mais vous voyez, si vous pratiquez l'islam, il n'y a plus de violence. Regardez comment le prophète se comportait avec les femmes. Il leur donnait du pouvoir, il leur donnait une importance, etc. Et donc il y a tout ce mythe qui a été construit, donc on voit de plus en plus des jeunes filles qui cherchent un vrai musulman, pour eux un vrai pratiquant, qui ne boit pas, du coup, qui ne rappelle pas le père qui est alcoolique. Pour les garçons, pareil, c'est si moi je veux pas être comme mon père, donc je vais suivre l'islam, je vais suivre ma religion, etc. Et donc on est de plus en plus dans une pratique plutôt rigoriste de l'islam, et les frères ont beaucoup contribué à ça. Et donc je vais voir beaucoup de femmes qui diront ça, qui diront, moi, on m'a toujours prise, ce qu'on sait aussi notamment, qu'au sein des familles musulmanes, les femmes sont toujours rabaissées par rapport à un garçon. Elles n'avaient pas vraiment un rôle important. Et là, les frères, on leur dit, mais votre rôle est ultra important. C'est vous qui amenez l'Oumma vers. C'est vous qui êtes finalement les soldats d'Allah, en fait, en quelque sorte. Et donc, c'est elles qui vont créer. Donc, vous allez servir, vous allez éduquer vos enfants dans le vrai islam. Vous allez avoir une place importante et c'est vous qui allez aider pour contribuer qu'on arrive aux objectifs et au projet califal, donc que le monde devienne musulman. Et Donc il y a beaucoup d'avantages à rentrer dans l'islam, mais quand on rentre dans l'islam, il faut tout prendre, c'est-à-dire aussi la haine des juifs. ah mais non, il faut tout prendre et tout ce qui est dit qui n'est pas conforme à ça ne peut pas exister. Et on n'est pas nous-mêmes en réalité. Ce que beaucoup de musulmans font, c'est qu'ils sont vraiment dans le déni, parce qu'en réalité, on ne peut pas être soi-même. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ça qui a fait que je suis ressortie en me disant, mais finalement, on m'a toujours d'ailleurs dit ça, on m'a dit, si tu fais bien les choses, on doit rester ensemble et on te protégera toujours, etc. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on me protégera que si j'ai le discours de l'Oumma. Mais si j'ai un autre Pour revenir discours... à la question de l'antisémitisme, qui est le thème de la discussion. Oui, donc l'antisémitisme fait partie aussi du discours qu'on doit avoir. Et d'ailleurs, on ne peut jamais prendre position ou on ne peut pas avoir un discours pro-israélien, ne serait-ce que par exemple de tenir un drapeau. Moi, ce que j'ai compris, c'est tenir un drapeau d'Israël. Si tu ne le piétines pas et si tu ne le craches pas, c'est considéré comme pire, c'est pire qu'un blasphème en fait. Et donc, c'est pour ça que moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais montrer l'exemple. Je vais montrer qu'on peut tenir un drapeau israélien et qu'il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas et que quand il y a un problème, quand on voit notamment avec le 7 octobre ce qui s'est passé, ce qui est pour moi, ça m'a rappelé d'ailleurs 39-45. Moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé le 7 octobre, les premières images le matin, quand j'allume et que j'ai regardé tout ce qui se passait, j'étais sidérée, j'étais dans un choc où je me suis dit, on a dit plus jamais ça, ça me renvoyait, et je me suis dit, c'est pas possible que ça se reproduise. Je revoyais toutes les images que j'ai vues petites par rapport à ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'on voit ta double culture quand même, hein, puisque si tu avais vécu dans un pays musulman, tu n'aurais pas justement cette histoire-là.
Euh, donc en fait, Israël lui-même est un blasphème, c'est ça que tu nous dis. Totalement. En fait, on ne peut pas être pour Israël, on peut pas, et même l'idée de dire la paix, quand on dit bah, il faudrait la paix, etc., en réalité, ça, c'est devant les caméras. Certains, comme Chemdin, etc., ou d'autres qui parlent de paix, Oui, le d'amour, recteur etc., de le la mosquée recteur de de la grande. Paris Oui. nous a expliqué qu'il n'y avait absolument rien contre les Juifs dans le Coran. Ça, c'est ce qu'on dit en caméra, ça, c'est ce qu'on dit aux autres, aux mécréants, c'est le discours qu'ils veulent entendre. Mais en réalité, dans le discours qui est en off, qui est en dessous, c'est Israël ne peut pas exister, puisque la terre deviendra musulmane. Et ça, tous les musulmans vous le diront, la terre, un jour ou l'autre, deviendra musulmane. Donc, même ce qu'il dit, pour moi, ce qu'il dit, c'est non seulement c'est faux, mais il ment clairement. On n'a pas appris ça à l'université. Pas du tout, mais je voulais ajouter à ce que dit Fadila, soit, je dirais, réformer l'islam, parce que le judaïsme, par exemple, qui est une religion très ancienne, la première des religions monothéistes, elle s'est adaptée à la modernité, ce qui n'était pas du tout le cas de l'islam. Et quand il y a les Corans qui essaient de se laïciser ou de se moderniser, eh bien, on opprime ces Corans. C'est peut-être possible. Et donc, en fait, pourquoi j'en parle? Parce qu'au niveau individuel, on peut être très sympathique et même accueillant et même chaleureux quand on est dans la perspective islamique, mais les musulmans n'ont jamais manifesté pour défendre les juifs, ou même pas défendre, pour exprimer leur soutien ou leur désapprobation du massacre. Parce qu'on peut entendre des gens qui disent ah non, c'est pas dans le Coran. Alors où vous as êtes dit ici et là-bas, c'était pas pareil. En Israël aujourd'hui, il y a des Arabes qui ont été tués par le Hamas. Il y a des Druzes. C'est-à-dire, c'est une secte musulmane qui est très loyale à Israël, qui fait l'armée. Parmi les premières victimes, il y avait des Arabes musulmans qui sont loyaux à Israël, qui défendent ce pays, parce qu'ils considèrent qu'Israël, c'est leur pays aussi. Donc, quand on nous parle de l'apartheid et le génocide et je ne sais quoi, c'est parce que les gens, ou bien ils le font sciemment, c'est de la diffamation consciente, ou bien ils ne le savent pas. Et donc, en Israël, c'est possible. Il y a des musulmans qui parlent ouvertement qu'il faut défendre le pays où ils habitent. Ici, non. Ici, au niveau individuel, on peut être très sympathique, mais les musulmans en Europe, ils sont, je pense, vraiment saisis par cette ère anti-juive qui traverse toute la culture, qui ne peuvent pas, de manière ouverte, manifester le soutien aux juifs, car quelque part, c'est ancré dans la conscience culturelle que le juif est associé, si ce n'est pas le mal absolu, mais c'est quelque chose qui ne peut pas être vraiment positif. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le premier problème, c'est qu'il y a déjà des partis pris avant même que des choses arrivent. Ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que... Ma question, c'était sur l'université, avant, sur laquelle tu n'as pas encore répondu, et sur effectivement la conclusion. On voit quand même, malgré tout, les choses avancent, puisque tout d'un coup, on voit le problème. Avant, il était sous le tapis. Maintenant, on voit que l'antisémitisme est beaucoup plus là. C'est presque, pour reprendre le terme de Gilles Kepel, un antisémitisme d'atmosphère. C'est vraiment très, très, beaucoup plus large qu'on ne l'imaginait. Donc, déjà, le fait de le savoir, d'en prendre conscience, c'est déjà un pas vers la résolution du problème. Donc, peut-être d'abord l'université, puis après, qu'est-ce qu'on peut faire? Une vaste question. Je crois que les endoctrineurs universitaires qui existent aujourd'hui diffament les juifs ou Israël au nom de la liberté d'expression. On les tue au nom des droits de l'homme aujourd'hui et on les diffame au nom de la liberté d'expression. Donc ça, c'est un problème qui touche à l'endoctrinement qui est à la fois marxiste-décolonial et islamique. Et donc, c'est toute l'idéologie sur laquelle il faudrait travailler. Je pense qu'il faudrait travailler sur ça en commençant par l'école avant d'arriver à l'université. Il faut que les professeurs d'histoire ne disent pas à vos frères palestiniens, ou comme le professeur d'histoire auquel Fadila a fait l'allusion, qu'on a entendu au procès contre le BDS, qui disait que les Juifs sont venus voler les terres des Palestiniens en 1948, alors que ça, c'est soit un mensonge délibéré, soit la désinformation, soit de la propagande. Et puis ça alimente le grand complexe de culpabilité de l'Occident. On vous a envoyé nos juifs, c'est ça. C'est sur votre territoire qu'on a placé nos juifs qui ont échappé à la Shoah.
Donc c'est encore une façon de récupérer encore cette histoire au profit du décolonialisme et, et de la haine des Blancs, quoi. Il y a de ça, mais il y a aussi le fait que quand on parle, et je crois que la plupart de Français lambda, ou un Français lambda, pensent qu'Israël a été créé à cause de la Shoah. Mais la Shoah a retardé la création d'Israël. Et c'est un projet, le premier texte sioniste, s'il faut en parler, c'est le texte du Tanakh, c'est-à-dire de la Torah, des prophètes, etc. Depuis toujours, depuis que les Juifs ont été chassés de leurs terres par des colonisations successives, ils rêvaient de retourner à cette terre. La preuve, toute ma vie, moi qui viens d'une famille séculière, j'ai entendu Shana Abba Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. C'est ça l'espoir du peuple juif depuis toujours. Et donc cet espoir s'est réalisé dans la construction de l'État qu'ils ont fait fleurir, comme on peut voir aujourd'hui. Et donc c'est un projet qu'on peut admirer mais qu'on déteste aussi. Parce que eux qui étaient toujours persécutés et qui étaient victimes et qu'on a brûlés, tués et massacrés, et qu'on adore quand ils sont morts, et de préférence à Auschwitz et dans les camps de concentration, tout d'un coup ils sont devenus forts, ils ont leur état, ils se défendent. Et c'est insupportable. C'est insupportable pour la Oumma, où les Juifs avaient le statut de dhimmi, c'est-à-dire subalterne, qui n'avaient jamais le statut d'égalité. Et tout d'un coup, ils demandent leur souveraineté. Mais c'est aussi insupportable pour l'Europe, qui a laissé la Shoah, qui a laissé faire pendant la Shoah. Et cette culpabilité est tellement insupportable que lorsqu'on peut s'en débarrasser en accusant la victime d'être le bourreau, eh bien on se sent une sorte de soulagement narcissique. Il faut aussi comprendre ça. C'est ce qui est en jeu aujourd'hui en Europe. Et donc c'est à la fois, c'est pas que des discours qu'il faut changer, c'est une attitude tout entière à l'égard des Juifs qu'il faut changer en Europe, et non pas seulement chez les musulmans. Moi, je voulais juste rajouter par rapport à ce qui s'est passé au 7 octobre. On a écrit une tribune, on a rédigé une lettre en disant, pas en mon nom justement, par solidarité aux victimes. Et on a essayé de récolter des signatures. J'ai été assez sidérée de voir que même parmi les gens qu'on connaît, très peu ont voulu signer. Très peu signent. Donc des populations issues de voilà, donc voilà, c'est ça. Donc on voulait des signatures de personnes qui viennent de familles et cultures musulmanes. Or, je vois qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas voulu signer. Je vois aussi qu'il y a énormément de militants laïcs qui viennent de familles musulmanes, etc., qui n'ont pas une seule fois parlé du 7 octobre, du massacre qui s'est fait en Israël, mais par contre qui maintenant militent pro-palestiniens et qui en plus m'interpellent en me disant comment est-ce que tu peux soutenir Israël, etc. Et donc la question, quand on disait là tout à l'heure, mais il y a quand même des musulmans ou des personnes qui sont contre, qui veulent bien montrer leur solidarité, mais en fait, moi j'ai l'impression que justement non, il y en a vraiment très très peu et on peut les compter vraiment sur les mains. Parce que aussi la pression, oui, mais ça, c'est pas, ça peut pas non, dire qu'ils ne le pensent pas, ça veut dire que les éventuelles répercussions d'un tel acte sont peut-être très. Non, je pense que l'idéologie même, en fait, l'idéologie par rapport qui consiste à dire qu'Israël est la cause de tout, que le peuple palestinien est victime, etc., a vraiment imprégné toute la communauté musulmane, même ceux qui sont... Il y a aussi la peur, je veux dire, là par exemple, on devait inviter quelqu'un de connu, je n'ai pas besoin de le citer, pour nous parler d'un point de vue juif, quelqu'un qui connaît très bien ces questions-là, de l'histoire des juifs et de l'antisémitisme. Et il n'a pas osé venir au café laïque pour le présenter. Donc il y a aussi des peurs qui expliquent ça. Oui, il y a des peurs, mais je pense que s'il y a bien un message qu'il faut lancer maintenant, c'est qu'il faut que les gens prennent la parole. Il faut que les gens maintenant disent qu'ils ne sont pas d'accord, parce que là, de toute façon, peu importe, ils vont pas se protéger en ne disant rien, au contraire, ou en ne faisant rien, au contraire, à un moment donné, ce sera leur tour. Ce qui se passe en Israël arrive ici. D'ailleurs, elle avait déjà commencé d'une manière, on va dire, c'était petit, mais ça annonçait déjà quelque chose. Mais là, avec ce qui se passe en Israël, ça va être explosif.
Pour moi, ça va être même... La question, c'est de savoir si c'est de l'antisémitisme qui se cache ou si c'est de la peur, c'est-à-dire et de la lâcheté aussi, et d'un manque de courage. C'est la peur de l'antisémitisme. Oui, je pense qu'il y a un antisémitisme qui est, en tout cas pour la communauté musulmane, qui est vraiment très présente et qui est quasiment pratiquement totale. Et on a à côté de ça, nous avons des gens très lâches, que ce soit des personnes qui sont même de la communauté juive ou des personnes qui ne sont pas de la communauté juive. Je crois qu'il faut le dire ça quand même, nous on en a un peu l'expérience, la lâcheté est tout à fait partagée. Hein. Là, c'est vraiment pas... par rapport à ce phénomène grandissant d'antisémitisme, il y a quelques personnages courageux qui parlent, comme toi Yana, comme toi Fadila, mais sinon c'est quand même une question taboue oui, qui manifeste un sentiment de peur intense. En ce moment, on vit quand même dans un climat particulièrement lourd. Alors, comment apaiser justement ces peurs, ces angoisses? Ben, je pense d'abord qu'il faut aussi donner la parole aux personnes qui ont des paroles que justement comme Yana, nous donner la parole ou donner la parole à des personnes qui ont une autre vision que celle qu'on entend systématiquement. Tant qu'on on ne donne pas la parole, les personnes qui regardent le JT, etc., on voit toujours la même chose. On n'entend pas notre parole qui consiste à dire, bon maintenant ça suffit, il faut qu'il y ait une paix, il faut qu'on arrive à discuter, qu'on trouve des solutions entre nous, et pas systématiquement ces discours de victimisation, ces appels grands appels à la paix. Voilà, c'est ça, mais qui ne veulent rien dire parce que tout le monde sait que de toute façon c'est pas du tout ça et on sait très bien que ces gens ne c'est pas du tout ce à quoi ils pensent, mais il faut des actes. En fait, en réalité, maintenant, il faut montrer par les actes qui on est. On saura si on est réellement dans nos positions que si on a posé des actes clairs et fermes. Tant qu'on ne l'a pas fait, ce sera que du vent et ça ne fera que continuer ça sera que laisser continuer perpétrer l'antisémitisme. C'est ce que vous avez fait ce soir, hein, de prendre la parole très librement. Oui, je veux dire aussi, il y a quand même deux phénomènes très inquiétants pour l'Europe, non pas pour ceux qui prennent la parole. Donc, première observation que je fais, c'est que toi, Florence, tu as été menacée de mort d'avoir écrit un livre où tu expliques l'idéologie des gens qui ne doivent pas être là, qui sont interdits dans la plupart des pays arabes. Les frères musulmans, par exemple, sont interdits en Égypte. Ils ne sont pas interdits chez nous. Tu écris un livre dans ton pays et tu dois être protégé contre les gens qui peuvent porter atteinte à ta vie. Donc, qu'est-ce que c'est que cette Europe-là où on n'est pas chez soi? Il y en a tant d'autres. Kipel est protégé, il n'est pas protégé, Salman Rushdie est protégé. Donc, les gens qui critiquent l'islam, est-ce que les gens qui critiquent le judaïsme, ils ont besoin de protection? Non. Est-ce que les gens qui critiquent le christianisme ont besoin de protection? Non. Les gens qui ne critiquent pas l'islam. Tu ne critiques pas l'islam, tu critiques même l'idéologie islamiste et tu dois être protégé. En fait, j'essaie de montrer comment il fonctionne. Tu l'analyses, bien sûr. Et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que quand on parle de cette peur où on n'est pas chez soi, on doit être protégé chez soi. Comme si la parole qu'on proférait était une parole insultante, offensante l'islam. On l'a vu d'ailleurs avec tous les actes terroristes. Ça en dit quelque chose sur toute la mentalité européenne, en gros. Donc, c'est pas des personnes qui sont coupables, c'est une chose. Deuxième chose, c'est ce que, quand j'étais jeune et quand je demandais à mes parents, c'est pour sur la lâcheté, comment ça se fait que le communisme a pu advenir en Union soviétique? Comment ça se fait que 60 millions de personnes ont été exterminées au nom de cette idéologie et que les gens le savaient, le voyaient et ils ont admis que ça se passe. Mes parents, qui ne sont pas des grands intellectuels et historiens, m'ont dit parce que tout le monde se taisait, parce qu'il y avait le silence sur ça. Et c'était effrayant. Donc si on se tait, si on a peur, si on ne prend pas la parole, on est dans la démitude, dans la soumission. D'ailleurs, c'est la traduction de l'islam. Et on perd son âme. La lâcheté, c'est aussi la vente de son âme au diable. Merci beaucoup Yana Grinchpun, merci Fadila Marouki pour cet entretien. Merci. Merci à ta Florence.